Bonjour et bienvenue au podcast Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Geneviève. Salut Jen. Allô Maggie. Merci d'avoir accepté notre invitation, Geneviève, pour nous partager ton histoire. Merci à vous pour l'invitation. J'aimerais ça qu'on commence par une petite présentation brève de qui tu es. T'as quel âge? Tu vis dans quelle région? Et c'est quoi tes projets en ce moment? Moi, dans le fond, je m'appelle Geneviève, j'ai 25 ans, j'habite sur l'île de Montréal, dans le sud-ouest. Je vis avec mon chat, qui s'appelle Mia. J'ai une déficience intellectuelle léger, j'ai le trouble anxiété généralisée, j'ai le trouble attachement aussi. Pour mes projets, moi, dans le fond, je m'oriente plus vers le bénévolat parce que, en fait, moi, je suis contrainte de séparer l'emploi, donc je suis invalide. C'est impossible pour moi d'aller travailler, mais j'adore faire mon bénévolat. J'aime m'impliquer dans plusieurs organismes aussi, dont le collectif. Super. Puis c'est à part le collectif, c'est où est-ce que tu t'impliques comme bénévole? Je me suis déjà impliquée dans Air ouvert. Là, maintenant, je fais du bénévolat à l'hôpital Notre-Dame. Avant, je faisais des visites d'amitié. Là, je suis plus à l'accueil, à l'urgence. Je vais porter les gens à leur rendez-vous. J'ai un petit peu de tout. Là. Moi, vraiment, mon but cette année, c'est vraiment de faire du bénévolat dans plusieurs CHSLD et hôpitaux. Mais comme on dit, on ne peut pas courir comme une poule pas de tête. Fait que je vais m'orienter vers une étape à la fois. Fait que pour l'instant, je suis bien où est-ce que je travaille, où est-ce que je fais mon bénévolat présentement. Là. Comment tu as trouvé ça, t'impliquer pour Air Ouverte? Parce que je connais très bien Air Ouverte. En fait, j'ai été une des premières patientes partenaires à m'impliquer quand il y avait un comité pour sélectionner où est-ce qu'on faisait les trois premiers Air Ouvertes. Puis là, ben, je suis encore avec, je sais pas si tu le connais, l'équipe de Martin Goyette pour Air Ouverte à Laval. Nous autres, cette semaine, on a eu le forum sur l'itinérance. Donc, justement, on a eu la chance de le côtoyer. Donc, oui, je sais c'est qui, mais je ne le connais pas tant que ça. Moi, dans le fond, je m'étais impliquée à Air ouverte de Côte-des-Neiges. Ça fait pas longtemps qu'il est ouvert en plus. Puis moi j'ai eu la chance de voir, de travailler avec les personnes qui s'occupent de, tu sais, des locales, la couleur, le plancher. Donc, j'ai eu la chance de choisir les couleurs et de les aider. Puis on a eu, les nouveaux locaux sont ouverts, je pense, ça fait pas longtemps, mais c'est vraiment des super de beaux locaux. Tu sais, je me suis beaucoup impliquée, mais à un moment donné, il a fallu que j'arrête parce que dans le fond, ben, je trouvais qu'il y avait des choses pas vraiment égales à tous. Fait que me suis désimpliquée. Mais en même temps, là, tu sais, ça, c'est un projet de 12 à 25 ans. Fait que, tu sais, je suis comme perdu la tranche d'âge. Tes limites un peu, ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai trouvé que je l'ai souvent suggéré là, aux équipes de recherche. Euh, il y a moyen d'essayer d'impliquer les jeunes aussi pour faire la promotion d'Air Ouverte parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de gens qui connaissent Air Ouverte. Puis, tu sais, moi, je leur ai dit depuis le début, il faudrait mettre de la publicité sur les réseaux sociaux, quelque chose, tu sais, pour aller rejoindre la clientèle, les jeunes que vous voulez. Sur Facebook, sur Instagram, il y a moyen de sélectionner la tranche d'âge, la région, etc. Est-ce que toi, tu aurais été intéressé à faire du contenu pour Air Ouverte sur Facebook puis les autres réseaux sociaux? Ben oui, justement, moi, je me portais souvent volontaire pour faire beaucoup de contenu. Tu sais, je trouvais que j'en donnais assez. On dirait que mes idées, ils n'étaient pas valables. C'était toujours comme remet à une autre personne. C'était toujours, tu sais, tu donnes une idée, mais finalement, c'est pas ton idée qui est prise. Là, tu reviens pour donner une idée, c'est pas encore ton idée qui est prise. Tu sais, quelqu'un, tu sais, qui va te tasser, que peu importe ce que tu dis, ton idée est pas bonne. Fait qu'à un moment donné, je me suis tannée. J'ai dit, écoute, garde, à un moment donné, tu sais, je suis un peu tannée là, de bourreter. Là. Puis on t'a-tu expliqué les raisons de pourquoi est-ce qu'on tassait tes idées? Ben, tu sais, des fois, c'était pas que c'était pas essentiel, mais des fois, ça avait pas rapport. Il y avait comme un peu un manque d'incompréhension, puis tu sais, des fois, ça avait pas rapport, mais tu sais, toute idée peut être bonne ou pas bonne, je veux dire, mais tu sais, je pense que chacune des personnes a le droit à son opinion puis à son point de vue. Fait que faut que ça ait du sens aussi, mais tu sais, d'être capable de prendre chacun des idées de tout le monde puis qu'on soit capable de s'entendre toute la gang au complet. Faut dire aussi, tu sais, Air Ouverte, c'est une partie d'une grande machine qu'est le gouvernement. Et malheureusement, quand ils veulent publier quelque chose sur les réseaux sociaux, il faut toujours que ça parte par le département des communications au ministère. Puis c'est souvent là que ça bloque parce que c'est pas assez euh, cadré, c'est pas assez carré à leur goût. Tu sais, parce que c'est souvent ça le problème, c'est que le ministère, le gouvernement, il faut qu'ils fassent des choses très by the book, Vrai. là, tu sais.
avec des critères, puis ils ont beaucoup de critères d'exclusion, justement. Et puis, c'est souvent ça qui fait que les choses achoppent. Puis c'est aussi ça qui a fait en sorte que ça a pris autant de temps avant que les aires ouvertes commencent à avoir des pages Facebook. Tu sais, moi, c'est à peu près de 7 années que j'ai vu qu'il y avait des pages Facebook ouvertes à leur nom aux différents sites. Mais moi, ça fait vraiment plus longtemps que je les talonne avec ça, puis que je leur dis qu'ils devraient être sur les réseaux sociaux. Puis ouais, puis en plus, avant que Air Ouverte existe, j'étais affiliée avec Access. Access a été remplacé par Air Ouverte. Donc, j'étais les drop-in, puis tout. Bon, on a nommé ça les drop-in. Puis pour nous, c'était vraiment comme un lieu de rencontre, un lieu comme de maison des jeunes. Quand on arrivait, on pouvait se ressourcer. C'était comme notre deuxième chez soi. Beaucoup de gens disaient que c'était comme une marque d'oxygène pour eux. Tu arrives, puis c'est comme ça te fait respirer, ça te met en vie. Ben, Access a beaucoup changé ma vie. T'as dit les crises que j'ai pu péter là-bas, puis les intervenantes qui ont pu me ramasser, ben, tu parles de la bonne manière. Des fois, j'arrivais en grosse crise d'anxiété, là, puis c'était pas un cadeau, là. Justement, parce qu'à l'autre ressource que j'habitais, c'était un peu. Il y avait des up and down. Fait que des fois, ils voyaient que fallait que je gère mes émotions, mais c'était dur, là. Mais pour vrai, les intervenants qui ont passé dans ma vie là-bas, je leur donne un gros A+, parce qu'ils ont vraiment fait une bonne job. Puis, quelle pratique, quelle chose qui était mise en place par Access qui, selon toi, devrait être reproduit dans Air ouverte et qui manque en ce moment? Ben, le temps. Aujourd'hui, exemple, si tu vas voir un psychologue, un travailleur social, whatever, il y en a que c'est pas couvert par tout le monde, tu sais. Puis nous autres, avec Accès, justement, ce qui est le fun, c'est que c'est des services gratuits. Tu n'es pas obligé de donner ton vrai nom aussi. Tu n'as même pas besoin de RAMQ, c'est gratuit, mais il devrait plus comme accorder du temps à la personne. Et ben plus au niveau du temps, moi, j'ai rien à dire. Je veux dire, j'ai rien à dire. Tout était parfait. Tu sais, c'est un enjeu important ce que tu dis à propos de la RAMQ. Pas besoin d'avoir une carte RAMQ parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, un coup que tu es rendu en situation d'itinérance, contrairement à monsieur, madame, tout le monde qui a un appartement, où est-ce que tu renouvelles ta carte aux 7 ans, quand tu es en situation d'itinérance, ils t'obligent à renouveler ta carte à toutes les années, mais tu n'as pas d'adresse. Fait que Hey, comment là, t'es tu fais? pogné. Ben oui, t'es Comment tu pogné. fais pour la renouveler, ta carte? Moi, j'avais entendu ça sur le bord de la ligne, la compte qu'elle a, je pense que c'est Annie Archambault, son nom. Ah, je Et sais pas c'est puis, qui. c'est ça, elle parlait de cette réalité-là qu'elle avait avec sa clientèle itinérante, où est-ce que il fallait vraiment qu'elle dédicace beaucoup de son temps pour obtenir des cartes de la RAMQ, parce que si c'était renouvelable à toutes les années, contrairement à la population générale, ce qui est une injustice qui est épouvantable à mes yeux, là. Donc, je compatis beaucoup avec cette réalité-là. Puis, toi, ton placement avec la DPJ, ton histoire avec eux, ça a commencé comment? En fait, moi, je trouvais que ma mère, elle avait certains comportements qui étaient bizarres. Elle côtoyait des gars un peu louches. Elle n'était pas vraiment dans une bonne ambiance. Elle avait certains comportements qui changeaient. Et un soir, ma mère, elle se doutait que je faisais un coup, du genre appeler la DPJ en cachette. Puis, tu sais, elle se doutait là, que, voyons, tu sais, elle a de l'air un petit peu bizarre. Hein, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis dans le fond, ben, j'ai pensé avant, j'ai dit, ah, tu sais, je vais te mettre dans la merde si je fais ça. Puis je dis, ah, je l'appelle pas. Puis, parce que moi, j'avais déjà un suivi avec la DPJ parce que je manquais beaucoup l'école, j'allais pas à mes cours. Je disais toujours à ma mère, appelle pour dire que je suis malade, appelle pour dire ci, appelle pour dire ça. Parce que j'avais peur, puis je vivais de l'intimidation. Puis j'avais beaucoup de malaise par rapport à certains jeunes à l'école. Puis, dans le fond, un soir, je me suis tannée. J'ai dit, OK, là, ça n'a pas de bon sens. Il faut que tu appelles la DPJ. Ça n'a aucun sens. À l'âge de 13 ans, en 2012, je me suis rendue moi-même à la DPJ au bureau à Verdun. En fait, j'ai laissé un message à la travailleuse sociale qui me suivait déjà. Puis, je lui ai dit, écoute, ça va pas vraiment chez moi. Parce que ma mère, c'était une grande consommatrice, consommait du crack et tout. Ça m'a pris bien de la force et de l'effort. J'ai appelé la DPJ la veille. J'ai dit, écoutez, je pourrais-tu venir vous voir demain à n'importe quelle heure? C'est urgent. Elle m'avait rappelé, elle a dit, oh oui, pas trop, ben, tu peux venir. Donc, je me rends au bureau de la DPJ. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, ma mère consomme. Mon frigidaire est vide. C'est pas vivable comme situation. Il faut vraiment faire quelque chose. Et ça, je vivais beaucoup de négligence physique.
moi aussi, je me suis auto-signalée à la DPJ, j'ai appelé. Mais moi, ce qui m'a motivée à le faire, c'est que j'avais beaucoup d'amis qui étaient passés par la DPJ, qui étaient soit en famille d'accueil, en ressources intermédiaires, en foyer de groupe, puis je trouvais qu'il avait l'air mieux que ce que moi, je vivais à la maison. Tu sais, vers 13, 14 ans, j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait de quoi de pas normal, tu sais. Et puis, je me demandais si toi, tu avais des amis qui t'ont un peu motivé, un peu dans ce sens-là. Non, moi, c'est vraiment de mon plein gré. Aucune influence de tu devrais, faut que t'ailles, vas-y. Puis, dans le fond, j'étais hébergée en famille d'accueil en 2012. Donc, c'est là que ça a commencé. Ça allait bien. Tu sais, j'évoluais bien. C'est sûr que, tu sais, j'étais pas toujours honnête, là. Je veux dire, j'étais pas toujours en mesure de me plier au milieu de vie qu'il y avait là-bas. Puis des fois, ça pouvait s'avérer que c'était difficile pour moi de m'occuper de moi-même puis de mon autonomie. Parce que la mère d'accueil, elle disait souvent que tu sais, je la suivais beaucoup. Je requiers énormément d'attention envers elle. Il fallait qu'elle me rappelle tout le temps tu sais, les règles d'hygiène, de me brosser les dents, de prendre ma douche, de prendre mes médicaments. Puis à un moment donné, il y a eu de l'amélioration. Puis dans le fond, ben, c'est sûr qu'au niveau social, moi, pendant mon parcours de DPJ, j'ai participé à un camp de vacances. Ça a super bien été. J'ai pas été tant anxieuse que ça, même que je voulais y retourner. Quand tu es arrivé dans ta famille d'accueil, est-ce qu'on t'a fait changer d'école? Oui, quand j'ai fait mon signalement, ils ont fait, avant que j'aille en famille d'accueil, parce que moi, c'était en urgence, ils ont fait venir ma mère au bureau. Ils ont fait venir ma mère au bureau et là, je la vois en larmes. Pourquoi tu me fais ça? Tu sais, t'es ma fille, puis c'était quand même quelque chose, excusez-moi, de voir ta propre mère pleurer. Mais j'avais pas le choix parce que, je veux dire, je serais pas où ce que je suis aujourd'hui, tu sais. Tu te sentais plus en sécurité, fait que tu n'avais pas le choix de signaler. Puis suite à ça, on a pris la décision de te changer d'école, mais est-ce que ça s'est amélioré côté amitié quand tu es rentré à l'autre école? As-tu été capable de te faire des amis? Pas tant parce que j'étais comme, ben, pas tant. C'était plus des connaissances, tu sais, j'avais créé quelques liens, mais j'ai jamais eu comme une amitié que je peux dire, oh, ça fait 10 ans que je la connais, tu sais. Mais c'était dur pour moi, puis j'étais plus des connaissances, tu sais, des amis passagères. Mais j'ai eu des bonnes amitiés, mettons des amitiés qui ont duré 1 ou 2 ans, là. Mais pas des longues amitiés. Je peux pas appeler ça une amitié parce que c'était pas assez longtemps. Mais sinon, en gros, quand ma mère a vu que je partais, tu sais, c'est sûr, ça y a déchiré le cœur. La journée même, je suis partie. La travailleuse sociale elle m'a emmenée en urgence. Je me rappelle, là, j'étais habillée en petit manteau, petites bottines. Là, c'était l'hiver à part de ça, tu sais. Fait que j'étais pas très, très chaussée. Puis dans le fond, ben, rendu à famille d'accueil, j'avais une belle chambre avec des beaux draps. J'avais mangé un bon repas. Mais je me rappelle, là, quand je suis arrivée à la famille d'accueil, là, la première journée, je broyais ma fille, là. J'étais inconsolable. J'étais tellement envahie par. Mais tu sais, c'est comme si tu passerais dans de quoi là, qui est vraiment intense, là, puis c'était quelque chose. Ben, c'est sûr que, veux pas, ce que ta mère a vécu, c'est sûr que de la voir comme ça t'affecte, c'est normal, mais en quelque part, ça devait être pour elle le reflet de son propre échec. Puis une manière, des fois, de se déculpabiliser puis de s'enlever de la pression de la part des parents, c'est de culpabiliser l'enfant. Fait que, tu sais, est-ce que vous avez été un peu accompagné à ce niveau-là, psychologiquement, par les travailleurs sociaux pour essayer de remettre les choses en perspective, puis toi, t'enlever de la culpabilité de sur tes épaules? Ben, tu sais, la DPJ était déjà impliquée dans ma vie avant que je fasse le signalement. Fait que, tu sais, ma mère, elle refusait tout traitement, là. Fait que c'était dur. Mais quand que j'ai commencé à faire le signalement, c'est là que les choses, les services des psychosociales ont commencé à rentrer, là. Je veux dire, ma mère, a comme année, a comme décroché, elle a dit, OK, là, c'est parce qu'il faut que je le fasse, là, sinon, ça ne marchera pas, tu sais. Toi, tu as été Fait que accompagné là-dedans? Tu as vu un psychologue? Je sais que tu m'as parlé de suivi en psychiatrie aussi quand on s'est parlé hier.
Oui, dans le fond, moi, j'ai eu un psychologue et un psychiatre, et ma mère aussi, parce que ma mère aussi a des problèmes de santé mentale. Dans le fond, moi, c'est mon psychiatre puis mon psychologue qui ont diagnostiqué ma déficience intellectuelle. Donc, depuis que je suis tout jeune. Donc, oui, j'avais aussi beaucoup de misère avec la motricité fine. C'était difficile pour moi, exemple, d'attacher mes lacets, d'attacher mes boutons. C'était compliqué, mais j'ai eu des suivis psychosociaux, oui. Puis est-ce que ça a été facile pour toi de leur faire confiance d'emblée ou ils ont fallu qu'on t'apprivoise un peu? Qu'on m'apprivoise un peu. Je me rappelle à un moment donné, ma mère, ma mère elle était cachée parce que là, fallait, tu sais, tu avais un moment avec les parents, puis tu avais un moment avec le psychiatre. Puis là, à un moment donné, le psychiatre, il dit, bon, montre-moi comment on attache les lacets. Mais là, à un moment donné, ma mère puis sa soeur étaient cachées un peu dans, tu sais, le Douglas, là, il était, en tout cas, t'as comme des longs corridors, à un moment donné, elle était cachée. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, hey, ma mère est là-bas. Puis là, je me suis dit, non, faut vous en aller là-bas, là. Il dit, faut qu'elle se pratique avec ses lacets, là. Mais ça, je vais toujours m'en souvenir, là. Puis, à partir de quand tu étais dans ta famille d'accueil, est-ce que tu avais plus de facilité à aller à l'école, vu que là, tu étais quand même bien encadré, tu avais des suivis en psychologie, en psychiatrie, tu étais dans un nouveau milieu plus sécuritaire? Moi, en fait, on m'a inscrit à l'école Mont-Bruno. En fait, moi, au début, j'étais dans des classes spéciales parce que, à cause de ma déficience intellectuelle, ça m'a beaucoup aidée. Suite à ça, j'ai fait les programmes FPT. J'ai pas fait de FMS, mais j'ai fait des programmes d'FPT, des stages et tout. J'ai vraiment adoré. J'avais hâte, justement, là, je veux dire, de voir mes enseignants, mes éducateurs. Puis dans ce temps-là, j'appréciais grandement l'encadrement que je recevais. Puis, ben, tu sais, moi, entre ça, tu sais, je prends de la médication. Dans le fond, je prends de la médication pour me concentrer puis pour mon anxiété. Donc, aussi, je me rappelle, j'avais beaucoup de rendez-vous chez le dentiste. Ça, ma mère, elle m'a accompagnée pas mal, pas mal. Elle m'a accompagnée beaucoup, beaucoup. Puis moi, j'ai été chanceuse parce qu'avec la DPJ, j'ai eu le service du CRDI. Encore, dans le fond, je les remercie encore aujourd'hui. Le CRDI Tête de Montréal, dans le fond, c'est le centre en réadaptation en déficience intellectuelle. Donc, dans le fond, j'ai eu une éducatrice qui m'a beaucoup aidée au niveau des relations, comment apprivoiser une relation, comment pousser les red flags, genre le code rouge, les codes verts. Tu sais, comment comme, minimiser les relations, comment bien les entretenir. Mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est un petit peu un échec pour moi parce que c'est pas quelque chose qui est tout à fait acquis. J'ai encore beaucoup de misère dans mes relations, puis c'est encore compliqué, là. Surtout avec mon anxiété, ça m'en demande beaucoup. Fait Mais que, ça se pourrait-tu qu'au niveau relationnel, tu sais, de la manière que je te vois aujourd'hui, j'ai l'impression que quand tu connais une nouvelle personne, tu veux tellement qu'elle reste peut-être dans ta vie que tu t'accroches un peu, mais est-ce que rendu à un certain point d'une relation, t'as peur puis tu back up? qu'est-ce que tu veux dire par là? Mettons, je veux me faire un nouvel ami, quelque chose, puis là, au début, je vais comme vraiment vouloir devenir ami avec la personne, puis à un moment donné, je vais avoir peur que ça chie, puis je vais complètement me déconnecter, puis Ça peut retourner en m'arriver. solitude. Ça peut m'arriver. Ça dépend, mais ça peut OK. m'arriver. Puis, dans quelle sphère est-ce qu'ils t'ont aidé le plus avec tes relations ou est-ce que ils t'ont le plus aidé à progresser? Oui, ils m'ont donné beaucoup de trucs. Tu sais, peu, 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 parce que j'étais aussi à l'école, j'avais beaucoup de suivi psychosocial, j'avais accès à un éducateur, j'avais accès à une travailleuse sociale, mes professeurs, ils étaient merveilleux. Mais, tu sais, moi, je suis orpheline parce que moi, ma mère est morte en 2015, mon père en 2010. Puis, à l'école, j'ai pas appris de la bonne manière. En fait, tu sais, je vivais un deuil, là. Je viens de perdre ma mère, là, tu sais. Fait que c'est normal que j'aie des émotions. Et je me rappelle, l'éducatrice, un moment donné, elle m'avait dit c'est pas parce que ta mère est décédée que tu es obligée de la dire de même. Ah! Dans ma tête, je dis, mais comment tu peux dire ça à une personne qui vit un deuil? Tu sais, c'est sûr que bon, je pétais des petits cas, j'étais bien irritable, mais tu sais, je vis un deuil, comprends-moi, tu sais. Puis moi, en fait, comment j'ai appris que ma mère était décédée, j'étais en famille d'accueil. C'était un week-end que je voulais appeler ma mère. La mère d'accueil, il savait, mais il ne pouvait pas me le dire. Tu sais, quand tu es enfant, tu sais pas c'est quoi un suicide. Fait que, tu sais, là, la mère d'accueil ne savait pas comment se prendre. Fait qu'au lieu de me dire ta mère est décédée, ben, ta mère adore. C'est ça qu'elle m'a dit. Je suis comme OK. Fait que là, mais, tu sais, je trouvais ça bizarre. Pourquoi qu'elle ne voulait pas me laisser y parler? Tu sais, je dis c'est quoi le but? Tu sais? Et pas longtemps après,
il y a une travailleuse sociale qui arrive. Ah, je suis comme OK. Fait que là, on m'appelle en haut, donc je monte les marches. Et on me dit, écoute, on ne sait pas comment qu'on va te dire ça, mais on a trouvé ta mère décédée. Sur le coup, je ne réalise pas. Moi, dans ma tête d'enfant, c'est irréaliste. Je comprends pas l'élément déclencheur, pourquoi, qui, quoi, comment. Fait que j'ai appris ça. Puis, tu sais, ça peut paraître anodin, là, mais moi, là, 2 ans, j'ai contacté une médium et j'ai voulu savoir de quoi ma mère était décédée. Je sais que niveau spirituel, c'est pas tout le monde qui croit à ça, mais moi, j'étais vraiment curieuse. J'avais vu une médium qui était sur Internet, sur Facebook, puis c'est une perle. Justement, si vous la connaissez, elle s'appelle Nathalie Graton Médium. C'est vraiment une personne qui fait des services gratuits. J'ai déjà parlé. Dans le fond, j'ai c'est l'année passée, je pense, là, 2 ans, je me vide le cœur parce que ça va pas bien. J'ai vu une situation personnelle et dans le fond, je décide de parler à ma mère. Tu sais, j'ai le cadre de ma mère, ça me fait super du bien, je me vide le cœur, tu sais, puis ah ouais, let's go. Puis à un moment donné, tu sais, j'ai dit, va parler à la médium, là, nanana. Puis tu sais, je raconte ce que j'avais dit sur le cœur. 2, 3 jours après, j'ai un message sur Facebook que la médium écrit et c'est ma mère qui lui parle. Mais vraiment, là, elle dit, j'ai pas voulu vous. Je m'excuse à toutes les gens à qui j'ai fait du mal, avec qui j'ai pas été gentille. Elle avait dit, si vous me pardonnez, allumez une chandelle. Je pourrais te lire le message, puis j'y aurais automatiquement les larmes qui me coulent. Mais tu sais, ce qu'il faut se dire, là, c'est que ta mère aussi, pour qu'elle en vienne à consommer comme ça, elle avait probablement un bon bagage de souffrance, là. On se lance pas dans la consommation élevée comme ça. Il y a souvent des lourds secrets qui sont derrière ça. Donc, tu sais, faut relativiser les choses. Puis, tu sais, même moi, pour mes parents, c'est aussi ça, là. Tu sais, mon père, il m'a fait une coupe de voies de fait. Il a été violent psychologiquement avec moi, mais je sais que quand il était plus jeune, quand il était enfant, il a beaucoup souffert. Puis, il a revu ça pendant mon adolescence. Puis, c'est ça qui a fait que il a été violent. Fait que, tu sais, quand on essaie de remonter la chaîne de cause à effet, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui influencent les comportements que nos parents ont eus envers nous. Puis ça l'aide un peu à dédramatiser, à déculpabiliser autant pour de leur côté que du nôtre aussi, parce que des fois, on réagit pas bien à toute cette violence-là. Mais c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, j'ai toujours été curieuse. J'ai dit, c'est sûr que ma mère n'est pas partie comme ça. Et c'est dans le message que la médium disait, c'était un suicide parce que ma mère a dit dans son texte, j'ai mélangé de la boisson avec des pilules. J'étais plus capable de souffrir. J'ai dit, ben voyons donc. Tu sais, ça peut paraître anodin, puis tu sais, je sais qu'il y en a, tu sais, qui ne croient pas à la spiritualité, puis qui trouvent ça, mais tabarnouche, pour que ça vienne. Même la madame, elle a dit, quand tu sais que ce message-là va, ça va venir te chercher, là, ça va être, tu comprendras même pas pourquoi tu vas pleurer de même. Ben moi, c'est ça qui est arrivé. J'ai dit, ben voyons donc. Tu sais, quand tu es jeune, tu le sais pas encore, tu sais, puis tu n'as pas la tête d'un adulte encore. Fait que, tu sais, c'est sûr que dans ça, elle ne pouvait pas me dire ça cru de même, là, tu sais. Mais tu sais, l'important, là, quand on vit des deuils, tu sais, moi, j'en ai vécu beaucoup des deuils côté maladie, mais c'est de trouver un sens. Peu importe comment est-ce qu'on le trouve, peu importe le moyen, c'est de trouver un sens à ce qui nous est arrivé, puis dans ce temps-là, le fardeau devient moins lourd, puis on devient capable de transformer ça en quelque chose d'utile pour la communauté. Puis j'ai l'impression que c'est peut-être un peu ça que tu fais avec le bénévolat. Je me demande même l'inspiration que tu as eue pour faire du bénévolat, de où c'est venu, de où ça a parti. Ben, tu sais, moi, au début, là, avant de faire du bénévolat, c'était vraiment de retourner à l'école. Puis, tu sais, mais c'est parce que le pire, c'est qu'il n'y a pas de cours magistraux. Puis, tu sais, je me dis, ah ouais, Geneviève, t'es capable d'y aller sans cours magistraux. Tu sais, ils te donnent le cahier, puis ah ouais, tu t'arranges. Mais on s'est rendu compte que, oups, au niveau de mes capacités intellectuelles, c'était difficile, j'avais bien des erreurs. Tu sais, il fallait qu'on répète, puis qu'on répète, puis qu'on répète. Mais c'est ça, avec moi, il faut répéter. Tu sais, dans ma retourne à l'école, c'était pas une bonne idée. Puis, tu sais, ce serait important qu'il y ait des cours magistraux pour les gens en difficulté comme nous. Mais là, ça n'existe plus. Puis, en fait, c'est une certaine tranche d'âge, jusqu'à 21 ans. Après ça, ben tout bad. La difficulté intellectuelle, ça n'arrête pas à 21 ans. Là. Je veux dire, ça continue, là, ça fait partie de toi, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est plate qu'on n'ait pas encore eu, qu'on n'ait plus accès à de cours magistraux. Mais non, avant, c'était d'aller à l'école, puis ça n'a pas marché. Fait que je disais, OK, là, il faut que j'accepte ça.
Je voulais vraiment retourner à l'école, là. Tu sais, moi, je voulais avoir mon secondaire 5 là, puis je voulais être soit éducatrice ou travailler dans le réseau de la santé, tu sais, soit travailleur social, mais c'est pas possible. C'était pas possible, puis il faut que j'accepte ça. Je suis invalide dans l'emploi, donc dans le fond, je dis, OK, ben, tu sais, je vais me lancer dans le bénévolat. Puis, tu sais, moi, j'ai déjà fait, là, justement, quand j'étais avec l'école, là, j'ai fait des stages dans une résidence publique. J'allais aussi, j'ai fait un stage dans un dépanneur, dans une friperie. On allait visiter avec le CJ, on a beaucoup aussi de visiter des entreprises d'insertion. Fait que, tu sais, je suis quand même pas mal l'expérience un peu partout, mais je priorise plus le bénévolat, là. Tu sais, je suis plus motivée grâce à les compétences que j'ai acquises avec l'école, là. Ben, si c'est ça qui fonctionne pour toi, tant mieux. Puis, tu sais, tu peux te le permettre aussi, là. C'est pas comme si tu étais sans ressources financières. Fait que c'est peut-être la meilleure avenue pour toi pour accéder à d'autres choses. Tu sais, tu parlais des plateaux de travail. C'est-tu quelque chose qui, à long terme, pourrait t'intéresser ou t'es pas admissible au programme? Ben, ça dépend. Comme les entreprises d'insertion, non, parce que ça coupe ton bien-être social. Ça, c'est une autre affaire aussi. Tu sais, les entreprises d'insertion, je ne serais pas admissible parce que sinon, ils coupent ton aide sociale. Moi, déjà, je reçois un très bon montant du bien-être social. Je m'en plains pas. Et de toute façon, je ne peux pas aller à l'emploi parce que je suis invalide. J'essaie de retourner à l'école, ça ne marche pas plus. Donc, j'étais déjà invalide, même en allant vouloir retourner à l'école, ça n'a comme pas marché, là. Fait que, ouais. OK. Puis si on revient à ce que tu as vécu quand tu étais adolescente, comment ça s'est passé? Sinon, le reste de ton placement dans la famille d'accueil, est-ce que tu es restée là jusqu'à tes 18 ans ou tu as fait d'autres milieux? En fait, on a plus comme au début fait, on a passé en cours, on a essayé un an, ça marche pas, ma mère rechute. Ça m'a fait aussi bien de la peine. À un moment donné, j'ai dit, OK, non, j'ai dit, ça me rappelle avant que ma mère décède, c'était le week-end que je l'avais vue. Juste avant qu'elle décède, j'avais eu mon week-end avec ma mère, puis le mardi, j'apprends qu'elle est décédée. Puis dans ça, là, j'avais eu une visite avec ma mère. Puis quand tu as des visites avec tes parents lors de la DPJ, c'est vraiment important que tu prennes le temps comme du monde. De prendre le temps d'avoir des bons moments de gratitude, de ne pas avoir de chicane. Puis je m'en veux tellement dans ça parce que le week-end, moi, des fois, quand je partais, ma mère était dans la fenêtre, là, puis elle broyait. Là, puis, tu sais, ça fait mal pour le cœur d'une mère de voir son enfant partir, tu sais, avec le transport quand il vient te chercher. Puis des fois, j'étais tellement contente parce que des fois, le transport, il oubliait, tu sais. Fait que là, une autre journée de plus. Puis le week-end avant que ma mère elle décède, je m'étais chicanée avec elle. Je m'étais chicanée, puis ça n'avait pas bien été. J'y avais pas dit je t'aime. Puis tu sais, j'ai eu beaucoup d'appels avec ma mère, tu sais, les appels, tu peux appeler ta mère telle journée, blablabla. Puis quand tu apprends que ta mère elle décède, le week-end, tu sais, le week-end que tu l'as vu, là, puis tu apprends, là, mardi, travail social qui vient, a dit que ta mère est décédée, ben ça m'a déchiré le cœur. Ça m'a déchiré le cœur parce que j'y pense aujourd'hui, j'ai dit, hey, j'aurais donc dû prendre le temps mieux que ça. Mais quand tu es adolescente, consciemment, tu ne sais pas. Tu sais, tu es dans ta crise d'adolescence, t'envoies chier ta mère, tu as une attitude de merde. Mais tu sais, tu n'as pas conscience encore de la vie adulte, tu n'as pas conscience des impacts que ça peut avoir avec les autres personnes. Puis, je peux pas m'en vouloir parce que c'est passé, c'est fini, on ne peut pas revenir en arrière. Mais avoir su, j'aurais mieux géré mes émotions, puis j'aurais dû plus prendre le temps, tu sais. Mais est-ce que la DPJ vous ont donné des outils à toi ou à ta mère, surtout pour mieux gérer les conflits? Ben, c'était compliqué parce que ma mère, elle avait beaucoup de suivi avec les travailleurs sociaux. Dû à sa toxicomanie, justement, elle était suivie au centre de l'art Cormier. Mais elle est allée à 2 reprises, mais ma mère a dit ah, moi, je consomme plus depuis février. Elle se présentait toujours au bureau de la DPJ parce qu'il y avait des rencontres, pas juste avec moi, mais aussi juste avec les autres. Ma mère, elle avait eu comme un genre de cours avec la DPJ, elle les donnait comme un genre de cours de parents, là, genre, je sais pas c'est quoi le titre. Puis mon oncle qui appelle la DPJ, puis pour qu'ils viennent à la maison. Et dans le fond, sur place, c'était une situation de crise. L'atmosphère, c'était vraiment tendu. Dans le fond, ma mère a dit qu'elle a rechuté. Elle a reconsommé, mais là, après ça, elle dit oh non, j'aurais jamais consommé. Mais il y avait plein de craques autour de la table.
Ma mère est en larmes, est en grosse crise. Elle dit: Oh non, c'est faux, c'est faux. Il n'y avait pas l'heure juste. Puis en plus, ma mère, elle avait beaucoup de dettes de drogue. C'était grave qu'est-ce qui se passait, là. Puis dans le fond, à ce jour-là, moi, ma mère, elle a mis un terme au suivi du centre de l'art Cormier au CLSC, tu sais. Puis la relation avec ma mère, c'était pas toujours stable. Parce que dans le fond, ma mère était pas capable de mettre ses limites envers moi. Moi, j'appelais tout le temps ma mère pour lui demander des appareils électroniques, des cadeaux, des sorties. Mais ma mère n'était pas capable de me dire non. Puis, tu sais, dans ce temps-là, ben, je pétais beaucoup de crises, puis j'étais pas moi-même, je m'en foutais, là. Fait que, tu sais, je poussais, puis ah ouais, je veux, je veux, je veux. Puis ma mère, quand que moi, je j'avais pas ce que j'avais, ben, je pétais des crises. Puis je faisais des menaces à ma mère. Je disais: si tu me donnes pas ce que je veux, je vais quitter la maison, puis je vais plus jamais revenir. Puis, ben, ma mère, elle me prend au mot, elle me donne de l'argent. Elle se sacrifiait beaucoup pour moi. Elle me donnait beaucoup d'argent. L'impression que ça me donne de ce que tu me dis, c'est que même si la DPJ a donné des outils pour mieux gérer les conflits, elle était trop dans sa toxicomanie pour être capable de s'en servir comme il faut. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est la toxicomanie, là. Je sais pas si tu l'as senti comme ça, mais c'est très, très, très prenant dans la vie de quelqu'un. Tu sais, moi, j'ai juste fumé du pot, puis je le sentais dans mes tripes quand j'étais en monde. Je devenais super irritable là, quand j'avais pas ma dose. Fait que, tu sais, imagine le crack, c'est encore plus addictif. C'est plus fort que nous, c'est viscéral, là, quand on est en manque. Donc, ça rend aussi que tu peux pas être présent complètement à ce qui se passe dans ton environnement. Puis je pense que le manque doit venir plus rapidement quand tu consommes du crack que quand tu consommes du pot. Donc, elle devait être vraiment souvent en manque là, pour ses Ben, doses. oui, oui, oui. Puis, tu sais, il y avait beaucoup de pushers. Puis, tu sais, ma mère, elle faisait aussi de la freebase, tu sais, un genre de tube, là. Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça tough. J'ai trouvé ça tough de vivre ça puis de voir ma mère en crise. Tu sais, je l'ai déjà vu en état de drogue, là, tu sais. À un moment donné, là, je me rappelle, j'avais de l'argent sur moi. Ma mère, elle courait après pour avoir de l'argent pour payer sa drogue. Je m'étais sauvée une année, j'ai fait le tour de la maison. Je dis: bon, je dis, en faisant le tour, peut-être qu'elle va se calmer, tu sais. Première chose, quand j'arrive chez nous, donne-moi l'argent. Mais tu sais, quand t'as les pépés sortis de la face, là, puis ah ouais, donne-moi de l'argent, t'es pas un petit devant ta mère comme ça. J'ai eu beaucoup d'éducatrices qui ont passé dans ma vie. Ça disait que j'ai évolué quand même les derniers mois parce que j'étais une jeune femme qui tente de prendre sa place. Mais tu sais, ce que ça dit aussi, c'est que lorsque j'ai une routine claire, que c'est tout planifié, puis que je sais à quoi m'attendre, ben là, je suis capable de fonctionner. Même si je demande beaucoup d'attention, beaucoup de surveillance, puis que, tu sais, des fois, ça peut m'arriver de déjouer ou d'être rusé, comme on dit. Mais quand j'ai une routine, quand c'est clair, quand je sais que ça va, c'est là qu'on va, OK, où, quand, comment, ça va coûter combien, là, ça va bien. On t'a-tu donné ça dans ta famille d'accueil? Oui, c'était très sévère, mais tu sais, je comprends aujourd'hui pourquoi qu'elle agissait comme ça. C'était pour mon bien-être. Mais en parlant de ma mère d'accueil, je la remercierai jamais assez pour tout ce qu'elle m'a fait de positif. C'est sûr que, tu sais, j'ai pas toujours été la bonne fille avec ma mère d'accueil, là. J'ai été... Bref, à la fin, ça a mal fini. Ben, ça a mal fini. L'ambiance était un peu... c'était froid, là, tu sais. Parce que là, je partais dans une autre famille d'accueil pour adultes avec le CRD Tête de Montréal vers l'autonomie. Dans le fond, comment faire le lavage, comment faire le ménage, comment faire de la bouffe, comment faire ton lavage, comment avoir une bonne hygiène. Puis c'est là aussi, j'étais allée dans une autre école là, à ce moment-là. Puis ça s'est bien passé avec cette nouvelle famille d'accueil-là? Comment ça s'est passé? Ça a bien été. Moi, dans le fond, j'ai fait la famille d'accueil de la DPJ de 13 ans jusqu'à 17 ans. À 17 ans, j'ai quitté pour aller dans une famille d'accueil du CRDI. Et c'est là que mon autonomie a pas mal développé. Puis j'avais quand même toujours mon suivi avec ma travailleuse sociale parce que, tu sais, j'ai pas encore 18 ans. Fait que, tu sais, elle l'a vu, ça ressemblait à quoi ma famille d'accueil, elle a connu les autres personnes, il y avait des gens comme moi. C'est sûr que les gens, où j'habitais, ils étaient plus, tu sais, 40 ans, là. Fait qu'on s'entend que même de 17 ans, ils n'ont pas habitué, tu sais. Mais il y en a qui avaient des déficiences moyennes, des déficiences profondes, des déficiences légères comme moi. Fait que, tu sais, j'ai vraiment aimé la famille d'accueil où ce que j'ai habité. Suite à ça, j'ai eu un projet de vie
d'aller en appartement et j'étais allée en appartement supervisé. Donc, j'ai beaucoup aimé aussi. J'habitais dans un HLM. Ça faisait 5 ans. Et là, maintenant, je suis déménagée il y a pas longtemps, justement, et j'habite dans un appartement normal, dans un autre HLM, en fait, là. Puis toujours avec le service du CRD. En fait, vu que là, c'est que quand c'est un appartement supervisé, pour eux autres, tu tombes dans la catégorie C. Catégorie C veut dire appartement supervisé. Et là, moi, j'ai changé de catégorie. Je suis rendue dans la catégorie F. C'est-à-dire, tu es dans un appartement normal, là, monsieur, madame, tout le monde, là, tu sais. Mais je vais toujours quand même garder les services du CRDI quand même. Puis ton appartement supervisé, c'était quoi les interventions qu'il y avait au quotidien pour t'aider à gagner dans ton autonomie? Puis en fait, quand tu vas en appartement supervisé, premièrement, tu as une intervenante qui t'accompagne, qui est ton éducatrice. Tu as l'intervenant pivot comme un auxiliaire à domicile. Puis, ben, pour ma part, moi, je suis sur curatelle. Donc, moi, quand ma mère est décédée, on m'a légué son héritage. C'était délégué par le curateur parce qu'en même temps, en fait, moi, quand ma mère est décédée, puis mon père est mort en 2009, ma mère en 2015, mais toutes les années qui ont suivi, tout le monde est décédé. Fait que si je calculais 2016, 2017, 2018, toujours quelqu'un qui décédait. Fait que là, maintenant, moi, j'ai plus personne, là. J'ai une tante, OK, qui habite à Louis. J'ai des gens de la famille que je parle plus, mais sinon, je suis vraiment toute seule, là. Fait que ça prend quelqu'un de haut placé pour s'occuper de moi parce que j'ai mon côté vulnérable. Moi, mon argent, j'ai ça dans les mains, ça va me brûler dans les mains, il faut que j'aille le dépenser. J'ai tendance, des fois, à me tenir avec des mauvaises personnes. Fait que c'est pour ça que j'ai un régime de protection. On a jugé avec la cour que c'était important que je reste sur curatelle, là, parce que j'ai plus personne. Là. Ça prend quelqu'un de haut placé. Là. Puis est-ce que tu juges qu'ils font une bonne job? Pour vrai, oui. C'est sûr que, tu sais, au début, c'est un peu sévère. Tu sais, les demandes de fonds, tu amènes des factures, faut que tu suis ça, ça, ça. Tu as certaines dépenses que tu peux pas. Mais là, moi, ma curatelle, maintenant, c'est rare qu'elle me demande les factures, mais quand même. Parce qu'en même temps, tu sais, j'ai pas toujours le temps de dire, OK, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Mais tu sais, je suis pas mal transparente avec elle pour lui dire qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que j'ai besoin, tu sais. J'avoue que j'apporte pas toujours les factures, mais la plupart du temps, je suis pas mal transparente avec ma curatelle. C'est sûr que des fois, j'ai tendance à pas respecter mes demandes de fonds. Exemple, je vais demander pour d'événements, mais je vais acheter plus de la nourriture. Moi, pour moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de ne pas manquer de bouffe. Puis chaque fois que j'ai de l'argent de trop, la plupart du temps, je vais le mettre dans la nourriture, là. Ben, c'est normal. Ils ne veulent pas te développer ce réflexe de survie-là quand tu étais plus jeune. Oui, 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 oui. Les curateurs, ils font ce qu'ils peuvent, mais en même temps, est-ce qu'ils sont au courant de cet historique-là? Est-ce qu'ils le prennent en compte quand il arrive des Ben choses oui. comme ça? Ben oui, parce que le curateur, dans le fond, ils ont accès à tout ton historique familial, toute ton histoire. Puis, tu sais, justement, parce que les autres, ils viennent une fois par an te rencontrer chez toi. Donc, tu sais, on est habitué là, avec les gens qui sont orphelines. Là, tu sais, ils ont plusieurs catégories, mais oui, entre autres. Ben, je vais donner un exemple. Tu sais, moi, j'ai un dossier d'hôpital de quand j'étais bébé, plus jeune, là, qui doit être un pied d'épais. Et puis, souvent, les médecins, ils prennent pas le temps de passer au travers. Ils lisent les dernières notes de résumé de l'autre spécialiste que j'ai vu avant. Mais souvent, moi, je suis obligée de répéter mon histoire, leur rappeler des choses parce que justement, ils n'ont pas le temps de tout lire puis de tout considérer. Fait que je me demandais si ça, c'était quelque chose que tu avais connu ou ils sont vraiment bien au courant de ton histoire puis ils ont le temps de bien la lire pour bien répondre à tes besoins. Mais tu sais, veux pas, quand tu vas dans tes archives, quand, par exemple, tu ferais une demande d'archives, dans les archives, ben, ils ont accès à tout, tu sais. C'est sûr qu'il y a un certain âge, exemple, si tu fais des participations co-chercheurs, tu as un certain 5 ans que ça reste dans un dossier, puis après ça se supprime. Mais moi, vu que je suis tombée sur curatelle, automatiquement, j'ai eu mon rapport de DPJ. Puis sinon, dans ta vie en général, comment est-ce que tu fais pour t'orienter à travers tout ce qui t'arrive? C'est quoi tes valeurs qui te guident? Moi, je me rappelle avec une éducatrice que j'ai eue, on avait fait un bracelet. Chaque perle dédie une qualité. En fait, c'est la bienveillance. J'avais mis généreuse. Je peux pas dire honnête parce que des fois, ça m'arrive de pas être honnête, je l'avoue. Aider les autres, être persévérante.
donner au suivant. Mais j'aime ça aussi quand c'est égal à tous. Mais tu sais aussi, tantôt, qu'est-ce que tu nous racontais avec ton histoire de quand tu as essayé de retourner à l'école? C'est de choisir ses combats aussi, hein. C'est très, très, très important. Quand on a des limitations autant intellectuelles que physiques, savoir se concentrer sur ce sur quoi on a vraiment du contrôle, c'est quelque chose qu'on apprend souvent à travers la maladie, à travers les épreuves. Puis j'ai l'impression que ça, tu pourrais le rajouter peut-être à ton collier de perles. Ben oui, bien sûr, il faut. Tu sais, il y avait tellement de perles, il y en a que des fois, là, je m'en souvenais plus. Puis si tu pouvais choisir trois choses que tu pourrais changer pour soit la DPJ ou dans le système de curatelle ou dans le système de santé, les services sociaux, si tu pouvais changer trois choses, tu changerais quoi? Ben, si je pourrais changer quelque chose. C'est une grosse question que tu me poses là, mais peut-être pas changer quelque chose, mais de mettre en place plutôt. Premièrement, de vraiment prendre le temps avec les personnes proches que tu as. De prendre le temps comme du monde. Parce que tout peut arriver dans la vie. Tu sais, mettons un matin, tu peux avoir un accident, tu pars, et puis là, c'est fini. De prendre le temps de dire je t'aime à tes proches, genre que tu les aimes et qu'ils sont importants. Ça, c'est la première chose. Si tu as un signalement à la DPJ à faire, d'aller jusqu'au bout, de ne pas avoir peur, parce qu'ils sont là pour t'aider, ils ne sont pas là pour te nuire. Puis moi, ça a vraiment changé ma vie. C'est sûr qu'au début, c'est choquant, c'est pas le fun, ça va un peu faire des up and down, mais à la fin de ton parcours, tu vas dire, hey, il y a une chance qu'ils m'ont sauvé le cul. Genre, ils m'ont vraiment, là, ils m'ont sauvé. Puis la troisième chose, je sais pas, T'aurais-tu aimé ça, avoir un service plus spécialisé pour le deuil que tu as vécu? ça, oui. Ça, tu m'as enlevé les mots de la bouche. D'avoir un meilleure compréhension de mes comportements, d'avoir été plus entendue. J'ai été entendue par beaucoup d'intervenants. Tu sais, il y en a qui ont bien coopéré, mais il y en a que des fois, là, c'était la faille. Puis, à ma femme d'accueil, ça disait beaucoup que je changeais beaucoup régulièrement d'avis, prise dans un important conflit de loyauté. J'étais beaucoup poignée dans ça. Puis je sais que ma famille d'accueil était en mesure de répondre à mes grands besoins. Mais d'un autre côté, là, je savais que ma mère, elle avait toujours été présente dans ma vie, mais qu'à ses yeux, j'étais quand même vulnérable. J'étais convaincue que j'allais rester ma famille d'accueil jusqu'à mes 18 ans. Puis j'étais toujours ambivalente face à la fréquence puis aux modalités des visites de chez ma mère. Puis tu sais, vis-à-vis de ma mère, c'était un petit peu méchant. Pour elle, c'était comme si je disais, c'est comme si je la mettais de côté. Mais tu sais, j'ai dit au jeu, j'ai dit, écoutez, c'est dur, mais je vais approuver mon placement jusqu'à 18 ans parce que c'est mon projet de vie qui est en jeu. Tu sais, c'est moi, là. Tu sais, je suis comme une fleur, fait que je grandis. En même temps, même si j'aurais pas voulu ça, le juge, je pense qu'il aurait mis son pied à terre, il aurait dit, écoute, on n'a pas le choix. Puis ils m'ont dit que j'ai fait un bon choix. Puis tu comprends que ça peut être difficile pour une mère de pas le prendre, cette décision-là personnelle. Mais c'est ça l'idéal, c'est qu'elle ne le prenne pas personnel parce qu'elle était vraiment malade, elle avait vraiment un problème qui était très lourd de toxicomanie, tu sais. Donc, elle peut pas assumer cette responsabilité-là si elle veut ton bonheur. Puis tu sais, comme tu dis, tu fleurissais dans ton nouveau milieu, tu t'épanouissais super bien. Donc, c'est normal que vous ayez considéré cette décision-là. Puis tu sais, rendu là, si elle le prenait personnel, on n'a pas de contrôle là-dessus, tu sais. Ouais, mais ça disait beaucoup qu'elle avait des limites personnelles. Puis, elle avait de la misère à s'investir de façon stable pour apporter les changements nécessaires à ma situation, là. Mais c'était difficile de m'encadrer. C'était Mm. difficile. Comme qu'on dit, j'ai été une petite grisse, hein? Mm. Je l'avoue, j'ai pas été facile pour ma mère, mais aujourd'hui, je suis devenue la fille que je suis devenue. En même temps, je pense qu'il y a quelque chose qui est important que tu retiennes, c'est que oui, il y a des comportements que tu dis qui n'étaient pas adéquats, mais ces comportements-là, s'ils ont émergé, c'est pas pour rien. C'est parce que tu as vécu des choses qui étaient difficiles. On n'a pas toujours répondu à tes besoins. Fait que c'est ça qui fait en sorte que
tu as eu des comportements dits dérangeants, mais dans les faits, c'est parce que tu n'avais pas eu réponse à tes besoins. Fait que je pense que c'est vraiment important que tu te culpabilises pas face à ça. Puis surtout, tu parlais tout à l'heure de ta mère, tu sais, qu'avoir su, tu aurais passé plus de temps. Ou je pense qu'une personne qui souffre, qui a pris une décision, peu importe ce qu'on fait, des fois, si la décision est prise puis que c'est ancré par différentes souffrances, dans tous les cas, je pense qu'il faut pas que tu prennes ça personnel puis que tu te responsabilises pour ça aussi. C'est vraiment important, tu sais, parce que c'est un fardeau que tu portes qui t'empêche de t'épanouir puis de vraiment te libérer de tout ça, en fait. C'est que, tu sais, je pense que c'est important que tu t'oublies pas dans tout ça, tu sais, que dans le fond, c'est toi qui as vécu des choses qui étaient difficiles. Tu as peut-être fait vivre des choses difficiles aux gens autour de toi, mais c'est parce que tu en as mangé en masse des affaires difficiles. Fait que je pense que c'est vraiment important que tu retiennes ça. C'est pas de ta faute. Non, c'est ça, c'est pas de ma faute. Mais je suis contente. Tu sais, c'est pas de ma faute. Puis, tu sais, ça vient me chercher parce que, tu sais, j'en ai vécu des choses, mais Colin, aujourd'hui, là, je suis une combattante. Je suis comme une montagne. Tu sais, je suis forte. Puis, tu sais, je pourrais en dire en long puis en large, mais je vais plutôt me concentrer sur mon histoire de DPJ. Je suis contente d'être forte comme ça. Puis, si tu avais un message à dire à un jeune qui sort en ce moment de la DPJ, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, mon Dieu, ben, premièrement, je dirais, dis-toi que c'est un parcours de vie que tu viens de traverser. Tu viens de franchir une étape de ta vie. Tu as passé au travers de ta transition. Sois fier de toi, sois fier de ce que tu as vécu. Sois fier d'être la personne que tu es aujourd'hui, d'évoluer. Dis-toi que c'est un nouveau chemin qui commence. Un gros merci pour ton témoignage. C'était très touchant. Puis je suis sûre que ça va être très inspirant pour beaucoup d'entre nous qui ont passé par le système. Puis je vais te souhaiter que tu fasses plein de bénévolat à plein de places, puis que ça t'aide à t'épanouir de plus en plus. Merci beaucoup. Merci Geneviève de ta participation. Puis on est là, tu le sais, puis vraiment, t'es inspirante. Fait que merci beaucoup. De rien, ça fait plaisir. Bye, bonne Merci. soirée. Bonne soirée. Bye.